Tête bien pleine, mais alors et surtout bien faite. Notre invité est un homme aux multiples casquettes dont nous ne saurions te développer sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de 7 minutes pour convaincre que vous regardez partout en Afrique sur le satellite Amos 17. Nous recevons sur ce plateau Monsieur André-Marie Dibamon. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir à vos millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est un plaisir pour moi d'être là. Merci de l'honneur que vous faites de venir sur ce plateau ce soir. Je vais dire que c'est comme si nous avons communiqué par télépathie. Nous avons presque des couleurs similaires. C'est une communication d'émotion. Nous avons simplement été en harmonie quelque part. Moi, je crois pas au hasard. D'accord. Nous allons continuer avec cette émission. Merci d'avoir été aussi sympa au début de cette émission. Mais alors, nous allons vous dire que désormais, pour notre émission 7 minutes pour convaincre, pour nos millions de téléspectateurs disséminés à travers le monde, nous avons une nouvelle rubrique baptisée 7 questions magiques. Ici, il s'agit de répondre à toutes les questions par oui ou par non et l'invité a droit à un seul joker. C'est-à-dire, il choisit de répondre ou alors de ne pas répondre à une seule question seulement. Ça m'arrange, Ça vous arrange? ça va. Est-ce qu'on peut lancer? Allons-y. Le gouvernement en place s'améliore de plus en plus sur les fonctions à elle assignées. Non, Vous avez peur du président Paul Biya politiquement. non, Vous avez un modèle qui vous inspire en politique. oui, La politique pour vous est un moyen d'exister. oui, Voir des militants démissionner des partis politiques pour rejoindre le vôtre est un de vos souhaits. oui, Vu le contexte politique précaire au Cameroun, pouvez-vous conseiller un jeune bourré de talent et ambitieux de s'investir en politique? oui, Le gouvernement actuel asphyxie les aspirations de la jeunesse camerounaise. oui. Alors là, merci d'avoir répondu à toutes ces 7 questions magiques pour le compte de cette édition de 7 minutes pour convaincre. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous allons lancer de plein fouet avec cette émission que vous regardez à la maison actuellement. Il est 21h30 et nous vous disons que vous pouvez également nous regarder sur notre application mobile que vous pouvez télécharger sur Play Store. Alors, qui est véritablement André-Marie Dibamon? Alors, André-Marie Dibamon est un Camerounais d'origine. Je suis né le 15 février 1991 dans une bourgade du département du Mbamé-Noubou, appelée Oui, Makénéné. Alors, j'ai fait mes études primaires à Makénéné, mes études secondaires. J'ai eu mon baccalauréat philosophique en 2009 et je suis entré à la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université. Et l'année qui suivait, je suis allé à l'école des sciences et techniques de l'information et de la communication ESTIC. J'ai donc une formation à la base de journaliste. J'ai également eu le privilège en 2014 d'entrer, après mes études de journalisme, à l'Institut des relations internationales, oui. où j'ai été formé en relations internationales, en sciences politiques, en communication et action publique internationale. Par la suite, j'ai poursuivi des études doctorales Oui. à la Missouri State University où ma première thèse porte sur le leadership. Donc j'ai fait une seconde thèse ensuite sur les relations internationales et une troisième thèse sur les sciences de l'information. Alors tout cela ressortissent des compétences d'action qui sont les miennes au plan professionnel, mais au plan politique aussi, j'ai été au Conseil national de la jeunesse en tant que président de l'Assemblée générale qui est la plus haute fonction du Conseil. J'ai également, depuis quelques mois, été porté à la tête d'un parti politique, la Jeunesse démocratique du Cameroun. De manière globale, je me définis comme Camerounais, comme Africain de culture aussi, comme Américain d'adoption, parce que à un moment où j'ai eu du mal à m'exprimer dans mon propre pays d'origine, Oui. les États-Unis d'Amérique ont été là pour me recevoir, Oui. pour m'accorder cette liberté qu'aujourd'hui je revendique pour mes autres frères camerounais. Je suis également français d'alliance parce que j'ai été, mes deux enfants, j'en ai deux, des garçons, euh, sont issus d'une alliance avec une française. Donc ça me donne la possibilité d'être ouvert sur le monde et de comprendre un peu comment le monde fonctionne ailleurs et aujourd'hui de pouvoir à travers la JDC et les nombreuses autres actions que nous Oui. menons au quotidien pouvoir l'implémenter au plan local, au plan national. Voilà qui je suis et donc je travaille chaque jour à parfaire, mais dont je suis finalement très fier
des résultats obtenus jusqu'ici. Alors, d'une attention particulière, vous entendre parler, vous parlez comme un livre. Alors, comment ne pas être aussi dithyrambique face à ce parcours élogieux? Mes encouragements. Merci beaucoup, monsieur le Alors, journaliste. Monsieur le Président Henri-Marie Dibamou, excusez l'écorchure de votre nom, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consiste le CNJC auquel vous avez appartenu il y a un peu plus d'un an? Écoutez, le CNJC, c'était un rêve pour moi parce que quand je m'engage en 2018, je me dis comment est-ce que je peux contribuer à impacter la vie des jeunes de mon pays après avoir fait un parcours que je viens de dérouler. Je me Oui, suis dit, je ne veux pas m'engager dans les formations politiques parce que c'est partisan, c'est militant et quand je regarde les clivages sociaux, quand je regarde les crispations identitaires qui sont nées, notamment des querelles et des batailles politiques, je me suis dit ça va être très difficile pour moi de ratisser l'âge au sein d'une formation politique. oui. Et c'est sans compter sur le conflit générationnel et tout ce qui va avec, qui empêche parfois la jeunesse politique de s'exprimer dans notre pays. Alors est venu cette année-là, 2018, le conseil, on me l'a proposé, des amis qui me disent, tiens, André-Marie, tu peux bien y aller parce que ce que tu fais, c'est ce que on attend d'un président du conseil. Oui. Nous, on ne sait même pas ce que c'est que le Conseil national de la jeunesse, mais on sait qu'avec toi, les Camerounais apprendront à défendre leurs intérêts. La jeunesse surtout sera mieux défendue à ce niveau. Donc, le Conseil est la plateforme qui a été créée par les accords, je veux dire, par l'Union africaine Oui, en 2006, lorsque on lance la charte africaine de la jeunesse, c'est avec un certain nombre d'appareils, notamment le Conseil. Dans chaque pays membre de l'Union africaine, il devait exister une plateforme où la jeunesse devait pouvoir s'exprimer, devait pouvoir concentrer, condenser ses desiderata, ses problèmes, ses difficultés, sa vision de la gouvernance et les solutions qu'elle voudrait apporter aux problèmes qui la concernent, mais qui concernent finalement la société vis-à-vis aux décideurs politiques en dernier ressort. Alors, naturellement que le rôle du conseil est cette plateforme-là, le conseil du Cameroun qui voit le jour en 2009 avec son premier bureau, a commencé et a continué ce rôle de plaidoyer auprès des autorités, ce rôle d'avocat défenseur des causes jeunes auprès des instances décisionnelles, ce rôle de représentation de la jeunesse au sein des appareils politiques et administratifs de l'État. En 2012, il y a eu un second bureau du Conseil qui a été conduit par Jean-Marc Afessimbafor, parce que oui. avant Jean-Marc, il y avait bien sûr Abdourazak, et depuis 2018, donc, nous avions porté une candidature, la nôtre, auprès du Conseil pour impulser une sorte de changement, un nouveau Conseil qui soit adapté aux réalités de l'heure, mais qui soit surtout affranchi de toutes les pesanteurs qui empêchaient jusque-là le Conseil national de la jeunesse d'être cet espace d'expression. Parce que dans les textes, le chef de l'État le dit, parce que dans le discours qui crée, dans le décret qui crée le Conseil national de la jeunesse, qui est signé Oui. du président de la République, il est clair que c'est un espace d'expression. C'est un espace d'expression, c'est une plateforme d'expression. Cela vient à la suite des émeutes de 2008 où la jeunesse n'ayant pas d'espace d'expression s'est exprimée dans la rue. Et le président de la République à l'époque, s'arrimant aux normes internationales, a décidé de créer cette plateforme en disant à la jeunesse, n'allez plus vous exprimer dans la D'accord. rue, allez vous exprimer au Conseil national de la D'accord. jeunesse. Le CNJC, Conseil national de la jeunesse camerounaise, est une véritable tribune d'expression pour les jeunes Camerounais, quels que soient les différents secteurs. Alors vous, président André-Marie Dibamou, qui avez été une des têtes pensantes de cette organisation, qu'est-ce qui vous a empêché d'être président de cette organisation, vous connaissant avec une telle sagacité, une telle détermination? Alors, rien ne m'a empêché d'être président de cette organisation parce que les souvenirs des élections de 2018 ont été plutôt très éloquents, Oui, en notre faveur bien évidemment, mais ceux qui ont été témoins de ces événements peuvent en dire bien plus. Mais je me réserve aujourd'hui toujours le droit de décourager les jeunes, de présenter un discours qui serait très peu laudateur oui, sur la place que le conseil joue. Je voudrais encourager la jeunesse à y aller parce que it is the place to be, parce que c'est un rêve, c'est une façon de voir la vie, c'est une entrée en matière dans la gouvernance, la réelle politique. Donc,
Oui, j'ai été, et 3 ans après, c'est-à-dire en 2018 et 2021, le Conseil a connu une traversée de désert sans aucune assemblée générale. La jeunesse se plaignait, les subventions n'arrivaient pas. Il y avait ce Capharnaüm qui existait. Il y avait ce tohu-bohu, Oui, etc., qui a conduit à des rififi dont vous faites allusion de façon subliminale. Mais toujours est-il que la place du Conseil, je veux dire la place des jeunes que nous oui. sommes au sein du Conseil, n'a pas du tout changé. Nous avons continué pendant toutes ces années de traverser le désert à défendre les positions que nous pensions être justes pour les jeunes de notre pays. Nous avons continué à tirer la sonnette d'alarme sur les excès et les abus qui étaient observés de la part de la tutelle et de la part des acteurs impliqués dans la gestion et l'encadrement des jeunes dans notre pays. Nous n'avons D'accord. pas eu de sommeil, nous Oui. n'avons pas eu de repos, nous avons continué à le faire jusqu'en 2021 lorsque nous lançons le fonds de solidarité jeune de 1000 milliards. C'était l'apothéose, c'était la solution ultime qui allait régler la question. Et nous l'avons fait simplement D'accord. Avant que nous, grâce, avant oui. que nous arrivions sur la question de fonds de solidarité, j'aimerais vous poser cette question. Au soir de votre appartenance à cette organisation, vous aviez des bisbilles avec le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique en la personne de Mounouna Futsu. On aimerait savoir de quoi est-ce qu'il en était réellement. Écoutez, mais j'ai eu des altercations avec plusieurs autres personnes au passage parce que, évidemment, ce n'a pas été facile. Je ne m'attendais pas à ce que le tapis rouge me soit déroulé, mais beaucoup de choses aujourd'hui relèvent de mon point de vue Oui, du passé. Et il justement. me serait très douloureux de remuer les plaies d'une telle injustice qui a été à des niveaux indicibles commise Sauf par que des en remuant cette personnes. plaie, ça permettrait à ce que de telles choses ou alors de pareilles choses se produisent plus à l'avenir avec d'autres personnes. Je pense que les personnes qui ont fait cela sont suffisamment responsables pour elles-mêmes faire le mea culpa. Oui, Et aujourd'hui, il leur revient à eux, de mon point de vue, de rectifier le tir. En tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai oui. tourné la page et j'ai pardonné à toutes ces personnes qui ont cru à un moment donné que mon destin dépendait de leur décret, ou mieux de leur signature. J'avais envie à ce moment, et d'ailleurs c'est l'occasion pour moi de leur dire que la seule personne qui détient mon décret, c'est Dieu. C'est lui qui décide, c'est lui qui décrète dans ma vie. Et c'est le décret de Dieu qui fonde et gouverne mes actions. C'est pas le décret d'un Alors, être humain. doit-on dire qu'à un moment donné, le ministre Mounouna Futsu s'est constitué comme un obstacle pour vous dans votre ascension au Conseil national de la jeunesse camerounaise? Le ministre Monona Futsu a été euh, ce qu'il a été, un obstacle, peut-être, un adjuvant, beaucoup moins, je dirais comme ça, mais ça n'a pas été du tout une relation conviviale. Mon séjour m'a été rendu euh, totalement invivable. Il était difficile pour quelqu'un comme moi de pouvoir s'exprimer. Déjà, il n'y avait aucune assemblée pendant 3 ans, Oui, alors que le ministre aurait pu taper, on va dire ça comme ça, sur la table et demander à ce qu'il y ait une assemblée. En 2018, il n'y a eu aucune assemblée. En oui. 2019, il n'y a eu aucune assemblée. Le ministre était là. Il n'a rien dit. En 2020, il n'y a rien eu. Il n'a rien dit. En 2021, lorsque nous décidons de convoquer une assemblée extraordinaire, parce que l'article 19 de nos textes le dit, les 2 tiers, les 1 tiers des membres de l'Assemblée générale, devrais-je peut-être rappeler pour la gouverne de nos téléspectateurs, que Oui. le Conseil n'est constitué que de 30 délégués. Cela veut dire que même en période de Covid, on aurait pu se réunir. Les 30 autres délégués, c'est-à-dire les présidents des régions, qui n'ont pas droit au chapitre, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité, ils sont des membres observateurs du Conseil. Oui. Le Conseil est constitué uniquement de 30 membres, c'est-à-dire 3 par région. On aurait pu se réunir. Le ministre aurait pu, à ce moment-là, intervenir. Lorsque l'Assemblée s'est réunie de façon extraordinaire et a pris un certain nombre de résolutions, en écartant notamment le bureau exécutif, le ministre s'est aligné derrière ce bureau exécutif illégitime, mettant de côté une bonne partie, les 2 tiers des membres de l'Assemblée qui avaient décidé de me conduire comme président de l'Assemblée générale et donc comme président de facto du Conseil national de la jeunesse. Donc, de notre point de vue, ça a été un frein, parce que Oui. c'était pas seulement un frein contre la personne de Dibamou, mais c'était un frein
j'allais dire, un crime contre la jeunesse camerounaise tout entière, qui exprimait un besoin réel de changement et d'évolution sur des sujets qu'elle pensait être importants, qui voulait à ce moment-là s'affranchir totalement d'un certain nombre de Est-ce qu'il vous a pesanteurs. été donné, ne serait-ce qu'une seule fois, de faire ressentir votre courroux à monsieur le ministre? Le courroux, quand on a mon âge, au mieux quand on est passé par ce par quoi je suis passé, on est beaucoup, on s'éloigne du courroux et de tout ce qui est de la colère. On est beaucoup plus serein et on Oui. accepte les choses plus facilement. On n'a pas eu l'occasion d'échanger. Si on s'est peut-être rencontré à des cérémonies, mais c'était pas des occasions pour en parler. Néanmoins, à un moment donné, il faudrait peut-être que qu'on se rencontre, qu'on parle, qu'on s'explique sur ces sujets. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous préparons le chemin, nous préparons le terrain pour les jeunes qui arrivent, pour la jeune génération, pour la relève qui arrive, qui brûle d'envie d'entrer au conseil, qui brûle d'envie, n'est-ce pas, de continuer l'œuvre que nous avons commencé, surtout de donner toute cette énergie qu'elle a au service d'une institution comme celle-là qui devrait être vraiment je vais dire, le moule, le laboratoire de fabrique des intelligences et des génies de notre pays. Alors, pourriez-vous encore retourner au sein du CNJC? CNJC, c'est une page tournée définitivement. Aujourd'hui, je Pourquoi? ne suis plus jeune. J'ai peut-être l'âge d'être là Vous parce n'êtes qu'il plus il jeune, faut aller vous jusqu'à, dites? je veux dire, jeune au sens du conseil. Jeune au sens du conseil, c'est jusqu'à 32 ans. Oui. J'ai 31 ans. Je suis passé à Vous autre êtes encore chose. admissible. Oui, malheureux, oui, heureusement, mais j'estime que je fais partie des vétérans de la Oui. jeunesse, je fais partie des patriarches de la jeunesse et qu'il y a des jeunes de 25 ans que nous devons préparer. Il y a des jeunes de 20 ans que nous devons encadrer parce que nous devons leur montrer le chemin. Nous sommes des conseillers pour eux. Nous leur disons, allez-y, lancez-vous, venez, vous trouverez des patriarches à 31 ans qui peuvent vous accompagner dans cette D'accord. aventure. Parlez-nous un tout petit peu, et en quelques mots, je vais dire, du fonds de solidarité dont vous disiez avoir lancé en 2021. Alors merci, parce que c'était un projet qui nous tenait à cœur. Oui. Nous avons conçu ce projet sur la base des observations de tout ce qui pouvait freiner la jeunesse. Nous nous sommes rendus compte que la jeunesse avait tout. On a le nombre, on a le génie, on a le savoir, on a le savoir-faire. On sait faire mieux que les autres, mieux que quiconque. La jeunesse camerounaise a prouvé qu'elle sait s'en sortir. Partout où on est passé, on a été les premiers. Que ce soit dans les universités, dans les grandes écoles, dans les firmes multinationales, dans les entreprises internationales, vous trouverez un Camerounais. Dans les organisations intergouvernementales, vous trouverez un Camerounais au sommet qui a bâti sa réputation et son empire sur la base de ses mains et de lui seul. Voilà sur quoi, voilà ce dont les Camerounais sont capables. Oui. Et partant de cela, nous sommes dit, que nous manque-t-il? Il nous manquait le financement de nos idées, il nous manquait de financer nos projets. C'est pourquoi nous lançons le fonds de solidarité, jeunes de 1000 milliards, en disant qu'il nous faut un fonds de solidarité, jeunes de 1000 milliards. Jeune de 1000 1000 milliards. milliards, Et d'où c'est-à-dire devaient être sortis tous ces fonds? les fonds devaient venir des bailleurs à l'international, des programmes internationaux de Avec financement quel de la argument? jeunesse. L'argument, il est simple, c'est-à-dire que au plan local et au plan national, les financements qui arrivent des bailleurs de fonds n'atteignent pas la cible. 30, je veux dire, jusqu'à 90% des budgets sont retournés chaque année au trésor public simplement parce qu'on nous dit que les jeunes n'arrivent pas à monter des projets. Vous croyez que vous et moi, nous n'arrivons pas à monter des projets? C'est pas sérieux de dire qu'après des études doctorales, après avoir soutenu tous ces doctorats, vous disiez tout à l'heure, je vous expliquais, j'en ai 3 les doctorats, mais on me dit que je ne peux pas monter un projet qui soit bancable, qui soit finançable. Donc, je pense que c'était une insulte à la jeunesse. Et En si le la disant, moralité de la frange, d'une frange de la jeunesse camerounaise était douteuse, raison pour laquelle peut-être qu'on n'arrivait pas à octroyer des fonds pour accompagner des projets. il faut qu'une étude soit menée là-dessus, sur la moralité de la jeunesse. Et à celui qui mènera cette étude, je lui demanderai de me dire si cette moralité est plus douteuse que celle de la jeunesse américaine qui a inventé Facebook et tout ce qui va avec.
Je lui demanderais de me dire si la moralité de cette jeunesse est plus dangereuse que la jeunesse allemande qui boit qui consomme de l'alcool plus que n'importe quelle autre jeunesse au monde. Je lui demanderais de me dire si la moralité de cette jeunesse camerounaise est plus dangereuse que celle de la jeunesse brésilienne qui fume de l'herbe plus que n'importe quelle autre jeunesse au monde. Donc il faut qu'on arrête de stigmatiser notre jeunesse et de nous tirer nous-mêmes les jeunes vers le bas parce que nous sommes très résilients. Est-ce que ce fonds de solidarité est arrivé à bon port? Ce fonds de solidarité a été stoppé en plein vol, mais il continue son chemin parce que, vous savez, il y a eu quelques rififis autour d'une conférence de presse à laquelle nous devons présenter les mécanismes de financement de ce fonds de solidarité jeune-là Oui. autour du gouverneur, la région du centre. L'affaire a fait des choux gras, mais c'est une affaire ancienne cela. Mais aujourd'hui, nous avons porté ce projet auprès de la JDC, de notre nouveau parti politique. Nous pensons que tout ce que nous n'avons pas pu faire sous la bannière du CNJC, nous allons l'importer, nous allons l'exporter vers la JDC. C'est aussi un mécanisme de fonctionnement, d'expression et surtout de discussion, de recherche des solutions aux problèmes de la jeunesse de notre pays. D'accord, c'est compris, monsieur André-Marie Dibamou. Alors, il y a une question qui taraude les esprits de bien de personnes. L'on se serait attendu de voir un jeune bourré de talent, avec une tête bien faite comme vous, s'investir en économie, mais, preuve de concret, on se rend plutôt compte que vous êtes investi dans une entreprise politique. Comment expliquer cela? Alors, écoutez, les jeunes, ils ont investi partout, ils ont des entreprises de presse, des entreprises de brassicole, qui dans l'immobilier, qui dans tous les secteurs d'activité, les mototaxis, etc. Les startups se multiplient à l'appel et il y a plein d'autres secteurs, le sport, la culture. Les jeunes sont déjà partout. Vous Oui, savez, là où les jeunes ne sont pas, c'est dans la politique. Et quand bien même ils entraient dans la politique, ils sont cantonnés dans ce qu'on appelle des organes oui. de jeunesse, des organes subsidiaires. Alors, vous allez entendre parler de l'organisation des jeunes d'un parti politique, comme si l'adhésion à une formation politique ou à une idéologie politique requérait une maturité biologique préalable. Non, avec la JDC, nous disons simplement que, à côté de toutes ces entreprises économiques qui ont été créées, il faut un appareil politique pour porter l'idée de la jeunesse, pour porter la jeunesse comme une idéologie politique, comme une idée de société, comme une façon de vivre. Voilà pourquoi nous l'avons créé. Nous l'avons créé davantage pour dire à tous les jeunes qui sont dans les secteurs d'activité qui sont nombreux et florissants, qu'en réalité, la finalité de toutes les actions qu'ils sont en train de mener, c'est la politique. Ils finiront à la table de la politique, manger à la sauce de la politique. Mais il faudrait donc que la politique ne soit plus simplement une mission de fin de carrière, que ce soit une reconversion pour ceux qui ont achevé une première carrière, mais que ce soit une profession. Nous voulons professionnaliser le métier de politique, de manière à ce que quelqu'un puisse en vivre, de manière à ce que la carrière des jeunes, depuis le lycée, qu'on puisse détecter, celui-ci sera député, celui-ci sera un bon sénateur, l'autre sera un bon maire. Nous voulons vendre le rêve camerounais à travers la JDC et leur dire qu'à désormais, à partir du berceau, vous pourrez le faire. Et je sors avec un exemple magnifique que je prends souvent aux membres de la JDC pour leur expliquer pourquoi et comment ils doivent s'engager. C'est les jeudis propres. Je le dis tous les matins, jeudi, on vous dit, vous qui avez de l'argent, qui êtes venu d'Europe pour investir au Cameroun et qui avez ouvert un très beau shopping à quoi, que vous devez fermer jusqu'à 11 heures parce que c'est le jeudi propre. Vous savez qui prend cette décision? C'est un homme politique. Il ne sait rien de l'économie. Il ne sait même pas comment vous avez fait pour financer votre entreprise. Il vous dit juste, monsieur, vous devez fermer les jeudis jusqu'à 11 heures. Alors, moi, je prends le cas de nous qui sommes à Yaoundé, nous avons des Alors, d'une difficultés. manière simple, vous êtes contre les jeudis propres. Lorsque le chef de l'État veut sortir pour aller prendre son avion, on ferme toutes les boutiques des opérateurs économiques qui se trouvent sur son trajet. Alors, voilà un homme politique qui a pris une décision de fermer l'économie Et si au c'est pour moment la de son sécurité du chef de passage. l'État? Alors, lorsqu'il va aller faire son sport, on ferme toutes les boutiques tout autour. Alors, je leur ai dit, c'est un homme politique qui réussit, vous, avec vos économies et vos finances, à vous imposer cela, de fermer. Donc, comment, si vous n'êtes pas d'accord avec un chef d'État qui ferme les boutiques, vous votez pour un chef d'État qui ne fermera pas les boutiques, qui n'a pas besoin d'aller se soigner en Europe, qui n'a pas besoin de maintenir au gouvernement des personnes
qui sont poursuivis par la justice, qui n'a pas besoin de puiser dans les caisses du contribuable pour ces voyages en villégiature. Donc, moi je dis, il faut qu'on soit conséquent, il faut que la jeunesse soit conséquente, qu'elle sache ce qu'elle veut. Parce qu'à la dernière élection présidentielle, notre président a été élu avec 1,5 million de personnes sur 24 millions. Quelle légitimité, quelle légalité. Donc, si on était dans un pays normal, un Ça pays veut dire que sérieux, vous également, vous questionnez. si nous étions dans un pays sérieux, cette élection serait à recommencer. Mais nous sommes au Cameroun et donc on a J'aimerais, accepté s'il vous ces plaît, sans vous choses-là. couper, que vous répondiez à cette question. Ça veut dire que vous également, vous questionnez la légitimité de l'élection du président de la République en 2018. Elle est questionnable. La question a été soulevée par certains acteurs, mais au plan scientifique, il est possible de questionner cette légitimité scientifiquement. Oui, Maintenant, politiquement, la légitimité est à géométrie variable. Nous savons oui. que la science politique a défini les critères d'une certaine légitimité, d'une élection légitime. Et si on prend donc les critères de la science politique, on peut être élu avec 1,5 million sur 24 millions et être président de la République de 30 millions. Donc, mais moi je pense que scientifiquement, l'homme scientifique que je suis, en prenant le recul nécessaire épistémologique, Oui. on peut questionner la légitimité. C'est pour que de telles remises en cause de légitimité n'aient plus jamais lieu dans notre pays que nous invitons les jeunes à faire nombre et à faire foule autour d'un projet politique qu'ils portent eux-mêmes en 2025 et qui amène un président de la République qui soit porté non pas par l'élite, mais par la base et la masse. D'accord, nous embrayons sur cette autre question. Plusieurs observateurs sont unanimes qu'il faut automatiquement un transfert générationnel au Cameroun, de manière à ce que nous ne puissions plus prôner la gérontocratie, permettez l'expression, que les jeunes puissent également intégrer les cercles de décision, de prise de décision du pays. Alors, quelle est la formule que la jeunesse démocratique du Cameroun pourrait proposer au Cameroun en général et aux jeunes en particulier pour que ceux-ci puissent rejoindre le bateau JDC? La solidarité intergénérationnelle est notre credo. Nous avons parlé de fonds de solidarité financière et économique pour compenser les injustices de notre génération, parce que nous sommes la seule génération qui est allée à l'école sans bourse et qui est obligée de payer ses études chèrement pour chômer par la suite. Nous sommes la seule génération qui avons connu la dévaluation et des salaires comme nulle part dans le monde. Un SMIC à 36 000 francs. Personne ne pouvait accepter le SMIC à 36 000 francs, même en 1960 lorsque nous étions Peut-être indépendants. que les Camerounais se plaisent de vivre avec le SMIC de 36 000 francs. Et pourtant, la croissance est annoncée à 4% de longues années, les grands projets, etc. Et nous avons pensé que le projet de solidarité jeune allait régler la question de tous ces gaps, de toutes ces injustices sociales dont notre génération est victime aujourd'hui. Et c'est notre combat. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. J'ai envie de leur dire à ces jeunes-là que tous ces papis, tous ces aînés, c'est des benguistes, comme on dit au quartier. C'est des gens qui avaient juste le bac et ils allaient en Europe. Hein. Il n'y a personne d'entre eux là qui a eu son doctorat au Cameroun. Ils sont tous Lille, Marseille, New York, Washington, etc. aux frais du contribuable. Donc il y avait suffisamment pour tout le monde. Pourquoi aujourd'hui il n'y en a plus assez pour tout le monde? C'est un problème. Donc aux jeunes qui veulent rejoindre la JDC, je leur dis, vous n'avez plus le choix. Nous sommes obligés aujourd'hui de nous joindre à d'autres générations parce que dans cette solidarité agissante, nous pouvons porter un projet ensemble, un projet commun où ceux qui sont les anciens tiennent la main des nouveaux en leur disant, nous n'avons peut-être pas été capables de vous donner le bonheur que nous avons reçu, nous, des devanciers, mais nous pouvons vous léguer de l'espoir pour que vous puissiez construire un pays meilleur. Et ce n'est que dans le rapport de force que nous allons apporter, ce n'est que dans l'engagement politique que nous allons mener auprès de ces personnes que nous pourrons mériter la place qui nous revient autour de la table de décision. Et c'est Mahatma Gandhi qui l'a si bien dit, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Il n'est pas possible qu'on ait à partager l'Afrique comme on l'a fait à Berlin, sans l'Afrique, mais pour l'intérêt de l'Afrique. Si on le dénonce aujourd'hui, toutes les sphères de décision du pays sont presque, on va dire, génocides, parce qu'il n'y a pas de jeunes à ce niveau. Quand vous prenez le Parlement, il y a combien de jeunes? À peu près 15% des jeunes au Parlement. Et pourtant, la tranche d'âge jusqu'à 40 ans, nous sommes à 70% de la population de 40 ans. Si vous prenez le gouvernement,
Il n'y a aucun jeune au gouvernement. Si vous prenez les conseils d'administration des établissements publics administratifs, il n'y a aucun jeune. Aucun jeune de moins de 35 ans n'est gouverneur des régions. Aucun jeune n'est recteur d'université. Aucun jeune n'est membre de conseil d'administration des grandes sociétés. Aucun jeune n'est au top management du système de défense et de sécurité. Aucun jeune général dans notre pays n'a moins de 40 ans. Aucun commissaire divisionnaire ou commissaire de haut rang n'occupe des postes de responsabilité au sein de la police. Alors, si nous avons un gouvernement, et pourtant, la population jeune est à 60-70% de la population totale, il y a une injustice. Donc, la JDC vient rétablir l'ordre, vient remettre les choses en ordre. Parce qu'elle estime qu'il y a eu beaucoup d'injustices depuis les années d'indépendance. Il y a des injustices qui continuent d'être répétées aujourd'hui. Et le seul moyen pour nous d'être présents lorsque les postes de décision se décident, c'est de s'engager en politique, c'est d'investir les mairies. Une dernière chose, c'est que nous l'avons dit aux jeunes. Les jeunes Camerounais aujourd'hui ne vendent leur voix à 2000 francs que parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes candidats. Le jour où les jeunes apprendront que pour l'élection de 2025, il me faut aujourd'hui préparer mes 50 000 francs pour être conseiller municipal de ma localité. C'est pas qui deviendra conseiller municipal. Ils seront donc plus manipulables. Je parle de ceux qui sont conscients, de ceux qui vont déjà s'inscrire sur les listes électorales, de ceux qui ont une carte de vote. Ils ne sont pas déjà nombreux à l'avoir. Une carte d'identité, ils ne sont pas nombreux à l'avoir. Ceux qui ont donc les cartes d'identité et ceux qui comprennent le message que nous lançons pour les inscriptions sur les listes électorales doivent pouvoir à ce moment-là régler la question. Bien que nous ayons d'autres solutions, mais faisons avec ce qui existe avant que notre tour du pouvoir arrive, notre tour de prendre le pouvoir arrive. Faisons avec ce qui existe parce que nous avons pensé régler la question des inscriptions sur les électorats en rendant tous les jeunes responsables, c'est-à-dire effectuer ou alors passer d'une élection, je veux dire, d'une élection, donc une éligibilité à l'élection qui se passe par l'enrôlement à une éligibilité de facto ou d'office. C'est-à-dire que lorsque vous avez fait votre carte nationale d'identité, vous êtes d'office enregistré le même jour dans le fichier électoral. À ce moment-là, on voterait à 18 ans et non plus à 20 ans. D'accord. Maintenant, la question que je vais vous poser est celle de savoir quelle est la moyenne d'âge militante au sein de la jeunesse démocratique du Cameroun. Alors, écoutez, la jeunesse démocratique du Cameroun aujourd'hui, c'est un pont que nous construisons en le traversant. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui viennent de partout et curieusement, il n'y a pas que les jeunes dans la JDC. Il y a beaucoup de personnes qui estiment que et trouvent dans notre projet politique des idées novatrices qui épousent, n'est-ce pas, leur façon de voir le monde. Donc cette jeunesse-là n'est pas une jeunesse biologique, c'est pourquoi la question de l'âge peut être tendancieuse. La jeunesse de la JDC est une jeunesse programmatique, c'est une jeunesse idéologique, c'est une jeunesse de logiciel, c'est un changement paradigmatique. Voilà la jeunesse, tout comme notre démocratie est jeune. Quand nous pensons par exemple que chaque arrondissement devrait avoir un député pour que nous ayons le chiffre de 360 députés, ça c'est une idée neuve, une idée de la JDC. Pour la simple raison que si vous demandez à chaque Camerounais pourquoi est-ce que nous avons 180 députés, ils ne vous diront pas qu'ils ont la réponse. Mais je leur demande de prendre leur calculette, ils verront que 360 divisé par 2, ça donne 180. Ça veut dire que depuis que le Cameroun existe, on nous a volé 180 députés. Si on nous avait restitué nos 180 députés, vous serez certainement peut-être député si on avait 360 députés. Je serais peut-être aujourd'hui député si on avait 360 députés. Mais pour rendre le jeu démocratique plus corsé, plus difficile et avantager uniquement quelques personnes, on a ramené à 180 qui ne correspond à rien au Cameroun. Les départements, ce n'est pas 180 départements. Pourquoi on aurait 180 députés? Les régions, c'est 10 régions. Pourquoi on aurait 180 députés alors qu'on a 10 régions? Vous comprenez qu'on a juste pris le nombre d'arrondissements, ce qui est de 360, on a divisé par 2. Alors, il y a plein d'autres exemples comme ça que les Camerounais ne savent pas. Et si vous leur attirez l'attention en leur disant que oui, tout le monde ne pourra pas être député, mais si vous avez un député de votre arrondissement qui s'occupe de vous, dans votre village et en ville là où vous vivez, 50% de vos problèmes pourraient être pris en compte, pourraient être résolus. Donc à ce moment-là, je ne pense pas que ce serait faire entorse à quelque loi que ce soit ou avoir dit des vérités qui ne devraient pas être dites. Mais non, ce serait simplement former le jeune, le citoyen
à la citoyenneté, donc à la culture politique. La culture politique, c'est la connaissance. Et c'est pourquoi, au sein de la JDC, nous avons notre devise magnifique. Scientia sit potentia. Le savoir, c'est le pouvoir. Ok, le savoir c'est le pouvoir. On continue avec cette autre question. Monsieur André Marie Dibamou, vous êtes à la tête de la jeunesse démocratique du Cameroun depuis un peu plus d'un an. Alors, quels sont les actes que vous pourrez vous féliciter d'avoir posés? Alors écoutez, c'est difficile de parler de soi, mais allons-y. Nous avons depuis un an, depuis novembre 2021, bientôt un an, mené un certain nombre d'actions fondamentales pour la culture politique, parce que nous avons inscrit l'année 2022 dans le cadre de l'implémentation de notre parti politique sur Oui, l'ensemble du territoire national. Nous avons pu installer un certain nombre de bureaux politiques, notamment à Yaoundé 3. Nous avons installé depuis que nous sommes à Douala, nous sommes venus ici pour installer notre bureau politique régional, mais davantage les sections qui existent, enfin qui devraient exister dans les 5 arrondissements. Nous avons la commune de Tonga qui a donné le la dans la région de l'Ouest en élisant dimanche dernier son bureau, son assemblée communale avec un bureau politique communal de ce côté. D'ailleurs, nous tenons à féliciter tous ces jeunes de l'arrondissement de Tonga qui ont montré le chemin à la jeunesse camerounaise tout entière en acceptant le risque de se réunir et surtout de décider enfin de prendre leur destin en main et de conduire une liste JDC dans l'arrondissement de Tonga. Nous avons également été au Conseil constitutionnel parce que nous avons pensé que c'est la plus haute juridiction de notre pays et c'est là où c'est le gardien de la démocratie finalement en dernier recours après que les élections nous l'avons dit ici, pourrait et scientifiquement être contesté, etc. Mais nous sommes allés au Conseil constitutionnel pour relever un certain nombre d'irrégularités et d'inconstitutionnalités de nos textes. Le saviez-vous, par exemple, que dans notre pays, la Constitution a précédé le Conseil constitutionnel. Et dans ce cadre-là, il n'est pas possible que toutes les lois du pays, tous les textes de loi soient conformes à la Constitution. Il y a énormément d'inconstitutionnalité dans la plupart des textes de loi de notre République. Et le rôle de la JDC au sein du Conseil constitutionnel était de relever les inconstitutionnalités au sein du Conseil. Que ce soit en matière électorale, que ce soit en matière pénale, il y a énormément d'inconstitutionnalité. Savez-vous par exemple que la loi pénale qui fait passer, comme on dit, qui rend passible de privation de liberté le vagabondage est contre la Constitution qui promeut la liberté pour tous? Savez-vous par exemple que ce qu'on appelle, comment on appelle ça, la mendicité dans le code électoral est anticonstitutionnelle? Savez-vous que la filouterie de loyer est anticonstitutionnelle? Savez-vous que la diffamation est anticonstitutionnelle? Donc, il y a un certain nombre de textes comme ça qui sont passés parce que les devanciers ont fait un travail qui n'est pas parfait, on est d'accord, c'est des humains. Mais lorsque la JDC va au Conseil constitutionnel, c'est pour relever ces irrégularités et ces inconstitutionnalités textuelles dans nos lois. La loi, par exemple, sur le fonctionnement de la Cour suprême, oui. qui interdit aux citoyens ordinaires comme vous et moi de plaider leur propre cause devant la Cour constitutionnelle, Oui, vous chutez rapidement sur cette question. a été portée devant le Conseil constitutionnel pour essayer de relever cette irrégularité et dire que tout être humain a le droit de se défendre. Donc il y a un certain nombre de lois comme ça qu'on peut citer à l'appel et que le rôle de la JDC est de toiletter. En dernier recours, avec votre permission, les cafés politiques. Nous avons, depuis le début de l'année, dit que nous allons sortir la politique des carcans, des chaumières, des conciliabules, des chambres noires, pour les amener finalement dans les chaumières, dans les quartiers, à la télévision et partout ailleurs. Nous avons créé des universités politiques, nous avons créé des amphithéâtres publics de la politique à travers les cafés politiques. Nous avons rencontré un certain nombre de partis politiques depuis le début. Nous sommes à notre 7e édition. Hier, par exemple, nous étions avec le président du Manidem, que nous saluons ici, le président Anissé Ekane. La semaine dernière, nous étions avec Serge Espoir Matomba. Jeudi prochain, nous serons avec le président Joshua aussi pour parler notamment de la solidarité intergénérationnelle. C'est des sujets thématiques, c'est des sujets importants. La JDC s'inscrit
avec les moyens de bord sur le champ de la formation et l'éducation à la culture politique. D'accord. Mesdames, Messieurs, nous vous rappelons que le programme que vous regardez, c'est 7 minutes pour convaincre et vous avez la possibilité de le regarder en différé en téléchargeant l'application Africa Inform TV sur Play Store pour pouvoir regarder tous nos différents programmes. Nous allons poursuivre avec cet entretien, Monsieur André-Marie Djibamou, avec cette question. Vous avez soutenu en début de cette année, chez l'un de nos confrères, que vous n'irez pas à la présidentielle de 2025 contre le président Paul Biya. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les fondements d'une telle déclaration? Oui, simplement parce que le président Paul Biya a fait son temps. Il n'est pas de notre époque. Il est né au 19e siècle et nous sommes au 21e. Il a 2 siècles de vie. Donc, de notre point de vue, nous n'aurions aucune gloire à gagner une élection présidentielle à laquelle il aurait concouru. Au contraire, sa présence à une élection présidentielle à laquelle la JDC est candidate viendrait diluer le niveau de victoire de la JDC. C'est comme si on nous mettait à une course de 100 mètres avec Est-ce que là, ce n'est pas national. Une crainte contre le président Paul Biya? Pas du tout, c'est du respect pour les patriarches. Nous sommes en Afrique, Oui. nous avons beaucoup de respect pour les aînés chez nous. Donc nous disons simplement qu'il nous serait difficile de ce point de vue, point de vue de moral, de point de vue éthique, d'aller à une bataille à laquelle le président Paul Puisque Biya beaucoup serait estimeront candidat. qu'il ne s'agit pas seulement d'une crainte patriarcale, mais aussi et surtout une crainte politique. Pas du tout. Je pense que si nous tous, les jeunes de ce pays, les jeunes, je parle politiquement et tout le reste, décidons de faire chorus derrière cette idée, ce serait une idée qui prospérerait. Moi, la JDC entend mener un plaidoyer à la fois auprès du président Paul Biya, mais Oui. aussi auprès des leaders politiques de l'opposition. Si le président Paul Biya décide ou s'entête en 2025 à aller à l'élection, il ira tout seul. Parce que toute l'opposition camerounaise le laissera donc aller finalement faire ce qu'il veut faire, s'il est encore vivant, toutes choses que nous souhaitons, parce qu'en Afrique, on souhaite longue vie aux patriarches. Donc nous estimons que s'il est encore là, si Dieu lui fait grâce, et d'ailleurs c'est une grâce de vivre jusqu'à son âge, eh bien, il faudrait simplement qu'on l'accompagne. Mais si ce serait être insensé de notre point de vue, et ce n'est pas mal de le dire, qu'il s'entête à y aller. Ce serait très insensé. Et à ce moment, ce serait comme on l'a fait avec Ingrid Betancourt en France, c'est-à-dire à un moment donné, les co-héritiers ont estimé qu'elle n'avait pas toutes ses capacités et qu'elle ne pouvait plus gérer l'entreprise familiale. Et une décision de justice a permis de la mettre à côté. Donc nous saisirons certainement le Conseil constitutionnel si la candidature du président Paul Biya venait à se confirmer pour 2025. Justement, si le président Paul Biya arrivait à se présenter une fois de plus pour la présidentielle de 2025 qui approche à pas des géants, vous saisirez le Conseil constitutionnel pour voir cette question de plus près. Alors, la question que vous vous posez est celle de savoir, seriez-vous prêt à vous rallier à une formation politique pour la présidentielle de 2025? Si oui, laquelle? Sinon, pourquoi? Alors, nous rallier à une formation politique, c'est une question à laquelle nous n'avons pas pensé, mais nous pensons que si la JDC est née, c'est parce que les autres formations politiques ont laissé un terrain en friche et n'ont pas su convaincre les jeunes à faire chorus derrière eux et à renverser la vapeur. Aujourd'hui, tout ce que nous avons dit sur l'apathie des jeunes vis-à-vis de la politique, sur le rejet des formations et des entreprises politiques de la part de la jeunesse, vient du fait que depuis 1990, où nous sommes entrés dans la démocratie réelle, le pluraliste, nous n'avons pas connu autre chose que le même parti politique. Aujourd'hui, la JDC est presque en train de faire le travail de ses aînés. Aller saisir le Conseil constitutionnel en inconstitutionnalité d'une candidature d'un candidat déclaré à une élection présidentielle, ce n'est pas nous qui devions faire ce travail. Vous et moi étions censés trouver un Cameroun à plus de 4 générations de présidents. D'accord. Mais on a trouvé une seule génération de présidents. Nous devons faire le travail qui nous incombe. Nous devons essayer de mener les actions pour attirer les jeunes à le faire. Et donc, est-ce que nous allons le faire avec les autres? Oui.
Mais est-ce que nous allons le faire sous la bannière des autres? Je peux vous dire que ce sera difficile. Ce sera difficile. Alors, de fil en aiguille, nous tirons déjà vers la fin de cette émission, mais ce serait un crime de lèse-majesté si je ne vous posais pas aussi cette autre question. Bon nombre sont unanimes que la JDC est une organisation ou alors une formation politique illégale du fait qu'elle n'ait pas encore reçu l'autorisation du ministère de l'administration territoriale, lui autorisant d'exercer en tant que formation politique. Quelle est votre réponse? Alors, je dirais que c'est une réponse erronée qui est manufacturée par des personnes qui nous sont hostiles Oui, pour décourager une fois de plus la jeunesse. Mais une lecture plus approfondie des textes de loi, notamment la loi numéro 90/056 du 19 décembre 1990 sur la création des partis politiques, son article 7 alinéa 2 stipule que les partis politiques dont la déclaration a été faite au-delà de 90 jours sont réputés exister légalement. Alors si les mots ont un sens, oui, et pour nous à la JDC les mots ont un sens, oui. depuis le 22 février 2022, c'est-à-dire 90 jours avant le 21 novembre 2021, en cas d'absence et de silence observé par Une l'autorité existence de compétente, facto. nous avons donc une existence de facto. Et nous sommes donc, de ce fait-là et depuis cette date-là, le seul parti politique au Cameroun qui exerce actuellement sans décision ministérielle. Les autres partis politiques seraient donc, si on interprète la chose comme ça, des décisions et des émanations d'un pouvoir politique qu'ils disent pouvoir combattre, que nous voulons tous changer. Mais nous, à la JDC, nous sommes le seul parti politique né du fait de la volonté des Camerounais, des militants à exister. Alors, sans protocole, sans transition, que répondez-vous également à ceux qui réfutent ou qui récusent votre titre de professeur titulaire? Alors, je leur dis qu'il y a trois façons de devenir professeur. Il y a ceux qui ont récité les citations d'autres professeurs, qui ont ressassé le passé et qui sont dans une logique citassique de la connaissance. Il y a Oui, ceux qui créent la connaissance et je fais partie de la catégorie de ceux qui créent la connaissance. Et oui. c'est à ce titre-là que j'ai été anobli après mon passage auprès du Conseil constitutionnel en ma qualité de professeur titulaire. Donc, naturellement, la seule façon de pouvoir tester un professeur, c'est dans une salle de cours. Donc je les y invite Donc, vivement. nous n'allons pas sortir de cet entretien. C'est vrai que je pose déjà beaucoup trop de questions à la fin de l'émission. Mais permettez-moi, pour que nous puissions un peu nous décontracter, je le sais très bien, peut-être que ça va vous plaire, cette question que je vais vous poser. Il y a que la semaine dernière, l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie, et par ailleurs ex-directeur de la Kanwata, de Sieur, Basile Atanganakuna, il a été reçu en audience au Palais de l'Unité après qu'il soit sorti récemment de la prison pour avoir, entre guillemets, détourné des fonds et après qu'il ait réparé le corps du délit. Alors, que vous inspire ce genre de visite au palais de tous les Camerounais? Alors écoutez, j'ai vu les images circuler seulement aujourd'hui. Donc, euh, alors ma question, enfin, c'est le palais de tous les Camerounais, vous l'avez dit. Donc, je ne suis pas, je suis de l'avis de ceux qui pensent que tout le monde devrait être reçu au palais et que d'ailleurs Jésus lui-même a dit qu'il venait pas pour ceux qui étaient déjà bons, il Oui, venait pour ceux qui voulaient se repentir. Alors, si ces personnes-là ont payé ce qu'ils devaient à la société oui, et que la justice a estimé qu'ils n'avaient plus, ils ne devaient plus rien à la société, je pense d'un point de vue légal oui, et social qu'ils peuvent être reçus. Maintenant, là où le bas blesse, c'est peut-être toute la publicité qu'il y a autour. On peut être reçu et décider d'être discret et essayer de se faire discret, surtout lorsque on a été reconnu coupable, peut-être pas de détournement, mais oui, déjà qu'il y a le détournement, mais il y a aussi le délit de fuite oui, qui a été, vous parlez de l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, oui, donc non seulement il a essayé de se soustraire à la justice, mais il a également été reconnu coupable et donc en matière juridique, l'aveu est la preuve la plus suprême. Donc en payant le corps du délit, il avouait qu'il était impur. Mais bien sûr, Jésus l'a dit, j'étais la première pierre. Mais sauf que la gestion d'un État
Ce n'est pas une gestion spirituelle, ce n'est pas, Bon, je vais c'est vous pas couper et vous l'Église. poser cette question que vous allez répondre en quelques mots, s'il vous plaît, Oui. Monsieur André-Marie Dibamou. Et si vous étiez président de la République et que de pareilles circonstances se produisent, accepteriez-vous d'accueillir une personne dont désormais aux yeux du public la moralité est douteuse, probité morale absente? Ce serait une décision difficile à prendre, mais je pense qu'un président de la République doit recevoir tout le Il monde, doit recevoir tout le monde. bien sûr. Alors, nous allons sortir de cette émission. C'est vrai que nous avons dit que nous allons sortir. Mais cette fois, c'est la vraie, pour de vrai. Et s'il vous était donné de rencontrer le président de la République, que lui diriez-vous et pourquoi? Vous regardez cette caméra et vous le dites sans pour autant faire de langue de bois en quelques mots et on conclut cette émission. Alors, merci pour cette opportunité. Alors, s'il m'avait été accordé l'occasion de discuter avec le président de la République, Paul Biya, ce serait pour moi l'occasion de remercier l'homme d'État, l'homme politique, le fonctionnaire et celui qui a pu diriger un pays aussi difficile que le Cameroun pendant de très longues années, mais surtout quelqu'un qui a su manager autant d'ambivalence et de différences que l'on peut connaître à chacun des Camerounais. Mais davantage, ce serait l'occasion pour moi de faire le bilan parce que, comme toute œuvre humaine, il y a à un moment donné une nécessité de s'arrêter, d'évaluer le parcours, d'évaluer le chemin qui a été parcouru. Et naturellement, si on fait une évaluation saine et normale du chemin parcouru, il y a des zones d'ombre et des zones grises et qu'il est important aujourd'hui que les jeunes générations qui arrivent, c'est-à-dire la jeunesse démocratique, mais tous les autres jeunes de toutes les autres obédiences politiques qui croient encore en le Cameroun et en son destin unique, puissent trouver auprès du président Paul Biya une transition qui leur permette de vivre leur réalité et de vivre dans un pays uni. Alors si en tant que patriarche, il n'arrive pas à passer la main de cette façon de lui à cette nouvelle génération, tout le magistère, tout le mythe et tout le chantier politique qu'il aura bâti finalement s'écroulera comme un château de cartes. Pour moi, c'est un appel du cœur, c'est un appel de la jeunesse camerounaise tout entière, à l'endroit d'un patriarche dont les valeurs humaines et les valeurs sociales sont reconnues de tous, à pouvoir léguer à la jeune génération qui arrive, à la jeune génération qui est là, un pays entier, un pays en paix et un pays voilà, où il y a de l'espoir, il y a du travail pour tous, comme notre devise le dit, la paix, le travail Et la patrie. finalement et la patrie. Voilà le message que je serais en droit de lui adresser. Ce serait le message de toute la jeunesse, mais ce serait surtout un message de vérité, un message qui vient du cœur. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, monsieur le journaliste, Oui. dans notre pays, nous avons perdu la paix, nous avons perdu le travail parce que les jeunes ne travaillent plus. Tout ce qui nous reste, c'est la patrie. Alors, il faut qu'on sauve la patrie. Et aujourd'hui, nous avons le président Paul Biya qui a encore une bonne décision qu'il peut prendre pour D'accord. sauver cette patrie. D'accord, il faut qu'on sauve le Cameroun, il faut qu'on donne du travail aux Camerounais, il faut que les jeunes soient entreprenants et entrepreneurs, non pas seulement dans le domaine de l'économie, mais aussi et surtout dans le secteur de la politique et pour cela, pour la paix, le travail et la patrie. Merci monsieur le président André-Marie Dibamou d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions et merci de l'honneur que vous faites à la chaîne de télévision Afrique Inform TV. Tout l'honneur est le mien d'avoir été là. Je reviendrai chaque fois que je serai invité. Et voilà, mes amitiés à toute votre équipe technique qui s'est mobilisée pour que cette émission ait lieu. Et surtout au directeur général qui a bien voulu nous offrir cette plateforme d'échange. Ce sera toujours avec le même plaisir. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Dans mon propos liminaire, dames et messieurs, j'ai dit que nous recevons un homme aux casquettes multidimensionnelles, aux multiples casquettes dont nous ne saurions développer ou encore énumérer sur ce plateau. Mais souffrez quand même que je vous dise que celui que nous interviewions est un professeur de journalisme, titulaire de croix doctorat, vous n'en reviendrez pas. Mesdames, messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette autre édition avec Monsieur André-Marie Dibamou, président de la jeunesse démocratique du Cameroun, qui vous propose une nouvelle formule pour un nouveau Cameroun, un Cameroun prospère et bien meilleur
et inclusive. Prenons rendez-vous pour une autre édition mardi prochain à la même heure avec le même plaisir. Nous vous laissons en compagnie de nos programmes. À très bientôt.